Pour arbitrer entre diverses situations, les professionnels ont évidemment à leur disposition le droit, les procédures, le travail tel qu'il est prescrit d'un côté, et puis d'un autre côté, ils ont leur éthique personnelle. Dans le travail que j'ai fait sur la métropole, bien souvent les travailleurs sociaux évoquent leur éthique personnelle, façon de dire, bon, le droit, ce qui est prescrit, c'est une chose, mais moi, quand même, il y a une clause de conscience, parce que ça, je ne veux pas le faire, etc. Et le droit qui est prescrit ne répond pas toujours aux questions et à toutes les situations, et le droit et les règles prescrites peuvent aussi être contraires à l'éthique personnelle. Une des premières façons de procéder, c'est ça, c'est l'argumentation, essayer de convaincre, essayer de discuter, etc. Mais vous comprenez bien que l'argumentation peut ou non être couronnée de succès. Alors, deuxièmement, il y a toute une série de batteries que les travailleurs sociaux n'aiment pas trop, mais qui sont d'une certaine façon largement utilisées, d'abord parce qu'elles sont obligatoires. C'est les pratiques contraignantes. Alors, les pratiques contraignantes, dans les cas extrêmes, intervenir pour empêcher la réalisation d'un danger, d'un risque, est une obligation. Donc il faut que le risque soit en train de se produire. Je suis au bord de la fenêtre, si vous n'allez pas secourir la personne, vous êtes pénalement, on peut vous poursuivre pénalement. Hein, donc c'est pas n'importe quel risque. Je fume, j'aurai un cancer dans 10 ans, dans 15 ans, ne justifie pas une intervention pour empêcher le risque. Hein, donc il faut que le risque soit imminent, enfin il y a un autre terme, imminent et constant. Hein, c'est pas, voilà. Donc les cas extrêmes. Puis il y a la contrainte par délégation, ce que vous faites par signalement, etc., de façon à déléguer à d'autres le soin d'intervenir de façon contraignante, avec ce petit problème qui n'est pas si petit que ça, c'est que le signalement, je parle aussi bien de l'enfance, de la tutelle, tout ce que vous voulez, les personnes vulnérables, que le signalement risque de compromettre la relation de confiance entre le travailleur social, médico-social et l'usager, alors que le signalement ne va pas forcément signifier que la personne va être prise en charge par un autre dispositif. Donc la question du maintien de la relation fait partie, si vous voulez, de la préoccupation des travailleurs sociaux. Depuis 1988, il y a l'introduction massive dans le travail social d'une formule qui essaye d'articuler autonomie et contrainte, c'est le contrat. Hein, lorsqu'en 1988, il y a eu le RMI, finalement, c'est un peu ça. Et on a plein de... Et donc, ça articule la contrainte et la liberté, c'est-à-dire qu'à partir du moment... C'est comme le mariage, hein, à partir du moment où le contrat est librement consenti, toutes les mesures qui sont prises parce que le contrat a été librement consenti, eh bien, sont réputées libres. Je donnais l'exemple du mariage, j'aurais dû dire du mariage jusqu'en 83, je crois. Hein, puisque jusqu'en 83, le rapport sexuel était une obligation liée au contrat marital. Hein, il y avait pas on ne pouvait pas imaginer le viol entre époux avant 83. Donc il faut attendre 83 pour que justement, c'est très, très intéressant de réfléchir à ça, on introduise le fait que le contrat ne vient pas neutraliser la liberté. Mais dans bien d'autres domaines, le principe même du contrat, c'est ça, on est d'accord sur telle ou telle orientation, à partir de ce moment-là, des mesures qui sont éventuellement contraignantes, en fait, ont été choisies par vous-même. Alors, je voudrais donner 2 exemples qui montrent qu'encore ces dernières années, on cherche cette articulation entre l'autonomie et la contrainte. C'est le mandat de protection future. Hein, on va dire, ben voilà, quand j'aurai perdu mes moyens cognitifs, etc., je suis d'accord pour être suivi par tutelle. Ou alors en psychiatrie, le plan de crise conjoint, où on essaye... Hein, le psychiatre essaye de se mettre d'accord avec le malade pour qu'en cas de crise, il suive telle ou telle disposition. Ce sur quoi j'ai travaillé
et malheureusement je vais passer vite pour arriver à la conclusion, c'est sur ce que j'appelle l'action oblique. C'est-à-dire qu'en situation, on s'aperçoit que, d'abord les travailleurs sociaux essayent en général d'éviter la contrainte, ils privilégient, comme je l'ai dit tout à l'heure, la persuasion, mais bien souvent, ils essayent d'influencer. Et donc, dans un premier temps, j'avais présenté ça sous la forme de la ruse. Il y a une ruse, j'avais déplié toutes les formes de ruse, parce que je pensais que tout le monde rusait avec tout le monde, l'usager avec le professionnel, les professionnels entre eux, le professionnel avec l'usager. Et je me disais, la ruse est ce moyen d'arriver à ne pas accompagner les gens à la mort nécessairement, mais voilà. Donc la ruse, donc là encore, je n'ai pas le temps de décliner tous les procédés qui sont utilisés pour infléchir, si vous voulez, la décision de l'usager, mais je dirais que en pratique, les travailleurs sociaux et médico-sociaux essayent de concilier finalement un agir stratégique, c'est-à-dire obtenir des résultats, quels qu'ils soient, en matière de bien-être, de sécurité, etc., et favoriser ainsi le pouvoir d'agir de l'intervenant, et un agir moral, non seulement ne pas disqualifier les valeurs d'autonomie, mais dans un contexte d'aujourd'hui, il s'agit de renforcer le pouvoir d'agir des usagers, tout en maintenant la coopération, ce qui est absolument essentiel. Donc je dirais que l'intervention sociale et médico-sociale aujourd'hui est confrontée à un paradoxe structurel. Pas simplement à des dilemmes, mais à un paradoxe structurel, dans la mesure où le pouvoir d'agir des intervenants va dépendre d'une certaine façon du pouvoir d'agir des usagers. Même combat, quoi. Et pas tout à fait le même combat. Et inversement, le pouvoir d'agir des usagers va dépendre de celui des intervenants. Mais qu'est-ce qu'un pouvoir d'agir qui est dépendant de l'action de l'autre ? Il y a une contradiction structurelle, absolument structurelle, qu'on ne peut pas dépasser. Et on est comme dans, si vous voulez, un paradoxe classique qui est celui de l'injonction à l'autonomie. Si vous voulez empêcher quelqu'un d'être autonome, il faut lui dire « je t'ordonne d'être autonome ». Et donc là, on est dans ce qu'on appelle une double contrainte, etc. Donc on est dans cette situation.